mais aussi du vent. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Merci, à demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de votre journal des Alpes. Le CHU de Grenoble met en place des formations pour lutter contre le mal de dos, un mal dont souffrent près du tiers des Français qui peut être combattu par l'apprentissage de postures et de réflexes spécifiques. Dans notre page économique, Jean-Christophe Solari nous racontera l'histoire de la Vercors, une basket de skateboard conçue et fabriquée dans la région. Une véritable aventure dans un univers ô combien concurrentiel. Le festival du film d'animation d'Annecy, à l'affiche le film tiré d'un ouvrage du dessinateur Tardy, Avril et le monde truqué. Dans le journal national présenté par Carole Gessler, l'arrestation ce soir de l'auteur présumé de la fusillade dans une église de la communauté noire à Charleston en Caroline du Sud. 9 personnes sont mortes dans ce massacre à caractère raciste. Le suspect est un jeune blanc de 21 ans. Et nous revivrons également la bataille de Waterloo, 200 ans après la défaite de Napoléon dans la campagne belge. 5000 passionnés reconstituent cette bataille meurtrière et qui a changé le cours de l'histoire. Mais d'abord, parlons métallurgie. L'inquiétude est grande, en effet, à Notre-Dame de Briançon. Les 347 salariés de l'entreprise Carbone Savoie craignent pour leur avenir. Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto Alcan a hier dit vouloir assurer la pérennité du site. Mais les syndicats, eux, n'y croient pas. Xavier Schmitt, Bernard Portugal. Des banderoles de protestation en guise d'accueil. Les délégués syndicaux saluent à leur manière la visite d'un haut dirigeant du groupe. Une réunion est prévue. Elle doit clarifier le devenir de l'usine. Pérennisation, cession ou fermeture. Mais après 2 heures de discussion, aucune avancée. Aucun éclaircissement qui nous rassure aujourd'hui sur l'avenir du site. Donc on avait posé un certain nombre de questions. Malheureusement, toutes les réponses qui nous ont été données ne nous rassurent pas du tout sur l'engagement qu'a Rio Tinto et Rio Tinto Alcan sur la pérennité du site de Carbone Savoie au jour d'aujourd'hui. Carbone Savoie a été racheté en 2007 par Rio Tinto, un groupe minier anglo-australien également producteur d'aluminium. Le site créé en 1897 est l'un des premiers fabricants mondiaux de cathodes en carbone et en graphite. Des conducteurs électriques destinés justement à la production d'aluminium, mais aussi à d'autres industries. Pour Rio Tinto, une multinationale très bénéficiaire, l'usine doit réduire ses coûts pour faire face à la concurrence. On nous demande d'améliorer les coûts et de faire des gains de productivité. Dans le même temps, les investissements vont être réduits à peau de chagrin. C'est bon an mal an impossible. L'an dernier, Carbone Savoie a fermé l'une de ses 2 usines, celle des Pyrénées. Une issue que redoute le site savoyard et ses 347 salariés. Leurs représentants en appellent à l'intervention de l'État. Nous avons obtenu une entrevue au ministère de l'économie et du numérique avec Emmanuel Macron. Donc nous allons nous rendre là-bas avec l'intersyndicale. Aucun responsable du site ou du groupe n'a souhaité s'exprimer devant notre caméra. Un dernier chiffre, depuis le début des restructurations en 2007, les effectifs de Rio Tinto en France sont passés de 15 000 salariés à 2200. Industrie toujours, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé aujourd'hui le plan de sauvegarde de l'emploi pour Ascométal au Sheila en Isère. Les 77 salariés vont donc être licenciés. Ils pourraient être rembauchés si la promesse du groupe d'une reprise du site par 6 sociétés est tenue. Center Parcs, nouvel épisode. Sur son site internet, le Conseil d'État annonce que, contrairement aux juges des référés du tribunal administratif de Grenoble, il refuse de suspendre l'une des autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Le Conseil d'État estime que, je cite, le juge des référés du tribunal a commis une erreur de raisonnement et qu'il n'a pas tenu compte des compensations à la destruction des zones humides promises par le promoteur. Autrement dit, les travaux pourraient reprendre. Justice, le tribunal correctionnel d'Albertville a condamné un alpiniste suisse à 3 000 € d'amende, dont 1 500 avec sursis, pour avoir abusivement fait appel au secours lors d'une ascension dans le massif du Mont-Blanc. Un message à tous ceux qui déclenchent ou envisagent de déclencher les secours pour de fausses raisons. Le rappel des faits avec Cédric Picot.
C'était une opération particulièrement délicate pour le PGHM de Chamonix. Une intervention de nuit à 4000 mètres d'altitude sur une face nord en conditions hivernales. Les gendarmes étaient venus secourir une cordée de 2 alpinistes qui avaient émis plusieurs appels de détresse depuis le couloir des droites. L'un d'eux se plaignait de gelures. Les 2 hommes sont alors héliportés d'urgence vers l'hôpital de Sallanches. 1 heure plus tard, ils se présentent chez les secouristes pour récupérer leur matériel. Sans gelure ni blessure, les 2 hommes sont en pleine forme. Ils avouent même avoir menti pour pouvoir être évacués par hélicoptère. Auditionné par les militaires, l'alpiniste suisse à l'origine de l'alerte sera ensuite poursuivi par le parquet de Bonneville pour divulgation de fausses informations dans le but de déclencher des secours. Aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Bonneville l'a condamné à 3 000 € d'amende, dont 1 500 avec sursis. Pour les hommes du PGHM, cette histoire donne encore une fois l'occasion de rappeler que toute sortie en haute montagne nécessite un minimum d'équipement afin de passer une nuit en autonomie et qu'en aucun cas, la demande de secours ne doit être intégrée à la préparation d'une course. Et sachez pour information que la peine maximale pour ce type de délit est de 2 ans de prison et 2 000 € d'amende. À bon entendeur, salut. Fait divers, nouvelle découverte d'armes dans l'agglomération de Grenoble 3 jours après celle du revolver avec lequel des enfants ont joué à la Villeneuve de Grenoble. Cette fois-ci, c'est un fusil en 3 morceaux qui a été retrouvé au pied d'un arbre le long d'une route. Par chance, ce sont des policiers qui ont mis la main dessus. On ouvre à présent une page médicale qui va sûrement vous intéresser. Nous sommes en effet entre 15 et 30% en France à souffrir du mal de dos, souvent appelé le mal du siècle. Depuis quelques années, l'hôpital Sud de Grenoble a mis en place des modules d'1 semaine qui permettent aux patients souffrant du dos et notamment de lombalgie d'apprendre les bons réflexes à adopter pour la vie de tous les jours. Illustration avec le reportage de Pauline Allot et Jean-Pierre Rivet. Il faut que l'écran soit à portée de main, enfin, à distance de la main. D'accord. Une mauvaise chute et un mal de dos chronique, il n'en fallait pas plus pour que Monique suive le module dos à l'hôpital de Grenoble. 5 jours non-stop ponctués d'exercices en tout genre, au programme notamment bien apprendre à se placer devant un poste informatique. Souvent, on n'utilise pas les réglages qui existent, c'est-à-dire l'inclinaison du dossier, l'inclinaison parfois de l'assise, comme on peut avoir dans certaines très bonnes chaises. C'est aussi les réglages au niveau de l'écran, au niveau du clavier, au niveau de la souris. Bonjour Monique. Bonjour. Ça va ? D'un atelier à un autre, se laisser porter par les conseils et les paroles bienveillants des praticiens spécialement dévolus à ce programme unique en Isère. Je me rapproche, je plie les jambes. Ouais, positionne. Je le tiens bien contre moi et je viens le poser. Impeccable. Écoutez, répétez les gestes pour doucement acquérir les bons réflexes et retrouver la confiance. Les grands principes, c'est d'être bien dans ses jambes, pour faire travailler ses jambes plutôt que de solliciter le dos. Et là, c'est parfait parce qu'elle écarte les jambes, elle fléchit les genoux, elle se déplace sur ses jambes. On a vu qu'elle était assez mobile sur ses jambes pour ses déplacements de rotation plutôt que de tourner autour de son bassin. Et il nous redonne confiance parce que moi, comme c'est dû à une chute, eh ben, je ne faisais plus rien, à part de la marche, un peu de marche. Et là, ils m'ont vraiment réappris à bouger, à refaire plein de choses. Voilà. Enfin, pour le moral, c'est super, quoi. Car l'objectif est bien là, oublier un peu son mal de dos, renouer progressivement avec une activité physique pour s'autoriser de plus en plus de mouvements. Ce module accueille jusqu'à 5 personnes par semaine. Les exercices sont adaptés aux professions et contraintes de chacun et les résultats sont plutôt encourageants. On a fait une étude il y a quelques temps dans le service et grosso modo 70% des patients consomment moins d'antalgiques et ont moins mal après ce module dos. Il y a aussi un autre chiffre important, 70% des patients ont moins d'arrêt de travail après le module dos qu'avant. Aujourd'hui, une personne sur 5 vit avec un mal de dos depuis au moins 3 mois. Le mal du siècle coûte cher, près de 2 milliards d'euros chaque année en France. Le SMTC, autrement dit les transports en commun de l'agglomération grenobloise, est en train de revoir, comme chaque année, les tarifs de ces tickets de transport. L'objectif est de les adapter aux réalités sociales du moment, c'est-à-dire aider les plus démunis et les jeunes. On parle beaucoup de la gratuité des transports, mais la volonté à la réalité, il y a un pas que nous expliquent Céline Serrano et Dominique Sommet. Il y a des étudiants qui se battent à la fac pour qu'il y ait la gratuité des transports en commun pour les étudiants et on aimerait bien que ça se fasse. Ce n'est pas encore cette année que la fameuse promesse de campagne du candidat Éric Piolle sera tenue, mais c'est bien vers les 18-25 ans que vont se concentrer les efforts de politique tarifaire des transports. Car ce sont eux,
L'étude commandée par le SMTC à l'agence d'urbanisme le démontre, qui ont le niveau de revenu le plus faible et pour qui l'usage des transports collectifs représente le plus gros effort financier. Un salarié avec des revenus confortables peut aujourd'hui avoir un coût d'abonnement moins élevé qu'un jeune de 18 à 25 ans. C'est une injustice dont personne ne peut se satisfaire et il va falloir qu'on travaille ensemble avec les usagers, avec le panel citoyen que nous mettons en place pour voir comment nous pouvons améliorer la justice de la tarification. Pour les collectifs d'usagers, certes, les plus aisés pourraient payer plus cher, mais c'est avant tout des choix politiques en faveur des transports en commun qu'ils attendent. En 2015, la subvention du département au SMTC diminue de 12 millions d'euros, quand le budget consacré aux infrastructures routières reste stable. Pour la première fois en 2015, avec la baisse de contribution du conseil départemental, décidée par l'ancienne majorité et confirmée par la nouvelle, la contribution des usagers va être supérieure à la contribution des collectivités en 2015, avec aussi à l'horizon 2019 une baisse qui va continuer de manière importante pour la participation des collectivités, quoi. Après concertation, les modifications tarifaires seront votées le 9 juillet pour une application au 1er septembre. On va reparler économie à présent, mais de manière positive. Page spéciale présentée par Jean-Christophe Solari. Bonjour. En début de journal, on parlait des difficultés de la métallurgie alpine. Mais voilà, vous allez nous parler d'une initiative on ne peut plus extraordinaire. Eh oui, Christian, c'est la filière textile et particulièrement la chaussure qui se réveille dans la région grâce aux nouvelles technologies. Elle est désormais capable de rivaliser avec le Made in China sur quelques produits de niche. Ainsi, nous avons rencontré le jeune créateur grenoblois d'une basket, une chaussure pour skater. Il vient de lancer sa première collection, fabriquée ici. Vous allez voir comment il réussit ce tour de force, faire mieux que les grandes marques. Il a le look d'un étudiant cool, fan de sport de glisse. Fabien Ternet est en fait un jeune entrepreneur. À 36 ans, il s'attaque au marché de la chaussure de sport, précisément la basket pour skater. Dans sa mallette, les premiers échantillons de la Vercor, une chaussure conçue à partir de matériaux recyclés, bâches de camion et bouteilles en plastique. Fabien vient de boucler une campagne de crowdfunding, un appel au financement participatif. Il espérait lever 10 000 € auprès des internautes. Il a récolté 32 000 €. C'est le début de l'aventure. Mais voilà, la campagne elle m'a permis de vérifier qu'il y avait un marché et a permis de lancer bien sûr la première production, mais aussi de voir qu'il y avait un engouement derrière le projet qui allait au-delà de mes espérances. Carla Vercor a rapidement conquis la communauté des skateurs sur Internet. Dotée de renforts à l'abrasion et d'une semelle confortable, elle répond à leurs attentes techniques. Mais elle a surtout séduit un groupe jaloux de sa culture indépendante, un brin rebelle. Les skateurs ont sauté sur l'occasion de s'affranchir des chaussures Made in China. C'est la première fois qu'on voit ça dans la chaussure de skate en France, premier point. La deuxième chose, effectivement, c'est l'utilisation des matières recyclées. Ça me parle. Hein. J'ai toujours eu un petit sens activiste sur ces choses-là depuis assez longtemps dans ma petite vie. La chaussure me plaît, mais même si elle ne m'avait pas plu, la chaussure, j'aurais quand même acheté le produit. Voilà. La fabrication locale, un slogan, mais pas seulement. La chaussure est fabriquée à 70 km de Grenoble, à Romans-sur-Isère, au pied du massif dont elle porte le nom. Ici, le créateur a trouvé le fabricant sans lequel le projet n'aurait jamais pu se concrétiser, Insoft, une jeune PME qui a trouvé les clés de la compétitivité. Lorsque des Nike ou Adidas ou autres, ou toute autre marque fabrique en Asie, il y a une cascade de marges qui se mettent en place, qui lorsqu'on est sur des projets comme Vercor, en fait, on ne rentre pas du tout dans ce système-là. Donc ça nous permet justement de faire ce type d'économie. Des économies pour mieux rémunérer les fournisseurs et les salariés. Voilà ce qui comptait aux yeux de Fabien Ternet. Dans une autre vie, il a travaillé avec les usines asiatiques. Pour moi, c'est un peu le summum du côté éthique. C'est un peu de ce côté fabriqué France. Et je sais que les personnes qui fabriquent mes chaussures, elles sont bien traitées, elles ont la sécurité sociale, elles peuvent se payer le dentiste, chose qu'on ne peut pas vérifier quand on travaille à l'autre bout du monde.
Le prix de vente de ces chaussures assemblées à la main, il est aligné sur les prix du marché grâce à la vente sur Internet. Les premières chaussures sortiront des ateliers en juillet prochain. Voilà, et si vous voulez donner un coup de main à ce jeune créateur, Fabien, sachez que les précommandes sont toujours possibles sur son site Internet. On va tous se mettre au skateboard. 2 annonces importantes au Salon du Bourget qui concernent l'économie régionale. Effectivement, cela concerne tout d'abord NTN SNR, le groupe franco-japonais dont le siège Europe est basé à Annecy. Ce groupe donc vient d'annoncer un plan d'investissement de 27 millions d'euros pour étendre son usine d'Argonay en Haute-Savoie. Une extension de 4000 m² après une première extension de 2000 m² en 2012. Cette nouvelle unité de production sera donc opérationnelle en 2016. Il faut savoir que NTN SNR est présent sur les grands programmes de moteurs nouvelle génération de l'aviation civile avec des roulements toujours plus légers et toujours plus économes en énergie. Et puis les entreprises de l'aéronautique devancent la loi sur la réforme des régions. Les clusters aéronautiques des régions Rhône-Alpes et Auvergne fusionnent pour ne former qu'une seule et même organisation au 1er janvier 2016. Cette alliance doit permettre de créer le plus grand regroupement d'entreprises aéronautiques en France avec 350 entreprises aéronautiques qui vont donc travailler ensemble. Elles représentent 30 000 emplois directs pour plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Leur force va donc être démultipliée et ça, c'est bon pour l'emploi, Christian. Merci Jean-Christophe. Et vous qui aimez l'économie, eh bien, je vous invite à regarder le reportage suivant. Il s'agit d'une initiative grenobloise qui va permettre, à partir de viande destinée à être jetée, la fabrication de plats cuisinés pour les plus démunis. Ce projet, baptisé 3 étoiles solidaires, est porté par la Banque alimentaire, aidé d'un restaurateur et d'un entrepreneur. Les explications d'Aurélie Masset et Antoine Marnas. La Banque alimentaire de l'Isère. Chaque jour, 200 kilos de viande arrivent ici avec d'autres denrées. Ce sont les surplus des hypermarchés de l'agglomération grenobloise, tout ce qui a pu être sauvé. Et nos bénévoles, pour l'instant, trient en fonction des dates limites de consommation autour de la viande. Et ce qui est date du jour est jeté, sauf une infime partie qui est donnée à notre seule association qui cuisine, qui est le Fournil. Donc le reste part à la poubelle. Un vaste gâchis auquel le président de la Banque alimentaire et un restaurateur ont décidé de mettre fin. Ils veulent transformer la viande en plat cuisiné pour prolonger sa durée de conservation. L'idée semble simple, mais elle est difficile à mettre en œuvre. La loi, alors là, est vraiment terrible parce que toute marchandise produite dans un restaurant est consommée dans un restaurant. Il n'est pas question qu'elle sorte du restaurant. Il faut rentrer dans des problèmes de refroidissement tout à fait spécial. La solution est venue du Conseil général. Près de Grenoble, le collège de Cessin n'utilisait plus cette cuisine qui a donc pu être mise à disposition. Réaménagée grâce à divers dons, elle est équipée d'un matériel comparable à ceux des géants de l'agroalimentaire. Quand on sera en vitesse de croisière, on produira 1200 portions individuelles par jour, 240 000 par an. Pour une population qui n'a pas les moyens de cuisiner, mais qui peut trouver assez facilement des moyens de réchauffer. Est-ce que ça vous intéresse ? 85 associations et à travers elles 5500 bénéficiaires recevront ces plats chaque semaine dès septembre. Reste à financer l'emploi d'un cuisinier dans la durée. Alors nous avons sollicité plus de 100 entreprises à ce jour. Ce sont des banques, ce sont des start-up, ce sont des grands groupes donc de la région. J'aurais demandé, avec Pierre donc, et Bernard, de nous donner 1 euro par employé, symboliquement, pour financer cette action. Un concert solidaire sera aussi organisé le 2 juillet au Prisme de Cessin. Rendez-vous que cette équipe espère renouveler tous les ans. En sport, la guerre attendue entre Pascal Duprat et les instances dirigeantes de l'ETG visiblement déclarée sur son site internet. L'équipe annonce la mise à pied de l'entraîneur Ross-Savoyard qui aurait également reçu une convocation pour un entretien préalable à un licenciement pour faute grave. Entretien programmé le 26 juin. Une procédure similaire a également été engagée à l'encontre de son fils Julian, directeur des services de l'ETG. Puis en sport, le vrai, cette fois-ci, côté compétition, première étape du Tour cycliste des Pays de Savoie aujourd'hui. Au programme, 142 km entre la BAM de Sillingy et Saint-Alban-l'Hesse. Le Tour des Pays de Savoie, c'est une épreuve réservée aux néo-pros âgés de 19 à 26 ans. Résumé de l'étape et ambiance de cette première journée, Aurélie Masset et Vincent Abram. À Saint-Alban-l'Hesse, le héros du jour s'appelle Belda Garcia.
Il est espagnol et porte les couleurs de l'équipe Burgos. Retour 4 heures plus tôt lors de la présentation des équipes. Sur le podium, les champions de demain. Ils ont entre 19 et 26 ans, viennent du monde entier. Pour eux, cette course est une étape indispensable pour espérer devenir pro. Voilà, tout le monde va prendre place derrière. Si tu te fais remarquer sur ces courses-là, c'est vrai que c'est des tremplins pour aller chez les professionnels. Après, voilà, c'est très dur à prendre des résultats sur ces courses. Bon, il y a un gros niveau encore cette année avec des parcours difficiles. Donc, voilà. Parmi les équipes engagées, il y a aussi l'équipe de France Espoir. Confrontée aux meilleurs jeunes de 6 nations, elle vient évaluer son niveau. Aujourd'hui, ça va être une course de mouvement et ça va permettre de voir où on se situe et par rapport à des coureurs professionnels et de haut. 13 h, c'est parti pour 142 km. Première étape très vallonnée avec 2 ascensions, le col des Prés et la côte de Curienne. Mais la foule n'est pas au rendez-vous. À Toranglière, Marie-Claude et Sandrine se sentent un peu seules. Très seul. Enfin non, on est 2. 3. Peu de monde pour l'une des seules courses de montagne de cette catégorie. Romain Bardet, TJ Van Garderen, de grands coureurs y ont fait leurs armes. On a à peu près 50 équipes qui sont refusées sur ce départ. C'est une épreuve amateur qui est très réputée puisque le profil est que de montagne. Il n'y a pas du tout de place pour les sprinteurs chez nous. Demain, étape Cluse-Saint-Joriot, ça se corse, col de la Croix-Frie, col du Marais, col de l'Échaud. Les coureurs entrent dans le vif du sujet, départ à 12h15. Et on reste dans le cyclisme. Vincent Lavenu a annoncé aujourd'hui les noms des 7 coureurs sélectionnés pour le prochain Tour de France. Pas de surprise, les Français Romain Bardet, Jean-Christophe Perrault sont dans le groupe. Les 2 dernières places seront attribuées après les championnats nationaux. Toutes les informations beaucoup plus précises sur notre site internet alpes.france3.fr. Il est largement temps d'ouvrir notre page spéciale Festival du film d'animation d'Annecy. Tous les jours, Ingrid Pernet et Serge Vorette suivent l'actualité riche de cet événement mondial. Rencontres, projections, coup de cœur et agenda. Bonsoir, ambiance festive pour ce 4e jour de festival, 7000 accrédités, plus de 40 nationalités, 215 films, dont ce Fanny, ce film d'animation non identifié que nous avons vu hier soir, Avril ou Le Monde Truqué, c'est son nom. Les amoureux des BD Tardy vont adorer, rouages, inventions, machines, c'est ce monde à la Jules Verne qui a fasciné toute l'équipe du film que nous avons rencontré ce matin. C'est un peu les copains d'abord. Jacques a travaillé avec Benjamin, qui lui-même a œuvré avec Franck, qui s'est tourné vers Christian, Mélodie à douzaine de mains et plusieurs cerveaux. Il faut dire qu'il vaut mieux être nombreux et complices pour s'attaquer à un tel chantier qui a duré plus de 6 ans. C'est très long, ça n'a rien à voir avec la réalisation d'un album de bande dessinée qui prend grosso modo 1 an. Alors, et là, c'est vraiment un travail d'équipe, de longue haleine, la recherche des personnages. On peut changer tout d'un coup, se dire on a fait fausse route, il faut changer le personnage, ça va pas, il est trop ceci, cela, donc on reprend tout à zéro. C'est vraiment un travail laborieux auquel je n'étais pas habitué. Mais il a mordu et entraîné avec lui des équipes d'animateurs qui se sont prises au jeu des machines, des inventions et des rouages. Comment faire bouger les personnages, parce que ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Comment on fait bouger un dessin de Tardy? Est-ce qu'on le fait d'une manière à la Disney, une manière plutôt japonaise? Il fallait trouver aussi une manière de faire bouger les personnages qui soit cohérente avec la manière de dessiner de Tardy. Ce téléphérique par exemple les a tous envoûtés. Il fallait que ce soit crédible. On s'en rend pas compte, on ne le voit pas très longtemps, le téléphérique roulant sur sa voie aérienne. Mais ça a pris beaucoup plus de temps pour le mettre au point. Mais pour le spectateur, ce téléphérique passe inaperçu devant ces tours Eiffel jumelles surprenantes. Le coup de cœur du soir, c'est cette ambiance potache, cette joie de vivre avant les séances. Des escadrilles de coucous de papier atterrissent sur la scène, à leur bord, des pilotes, des étudiants, des réalisateurs en animation, des fadas tout court, pas de lunettes noires ni de carré VIP. Ici, c'est ça l'ambiance d'Annecy.
Vous voulez vous initier aux techniques du dessin animé, c'est tous les jours de 14h à 17h dans le hall du cinéma Pathé. Ici à Annecy, on découvre les techniques du dessin animé et c'est proposé par l'atelier d'animation d'Annecy. On a trouvé des gardes du corps, alors on vous laisse. C'est Damien que vous retrouvez demain, même place, même heure. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle la principale information, l'inquiétude qui grandit. En Notre-Dame de Briançon, les 347 salariés de l'entreprise Carbone Savoie craignent pour leur avenir. Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto Alcan dit vouloir assurer la pérennité du site. Mais les syndicats, eux, n'y croient pas. Ils dénoncent une possible fermeture de l'entreprise. La rencontre aujourd'hui avec un haut dirigeant de RTA ne les a pas rassurés. Cette information, comme toutes les autres du Journal des Alpes, vous pouvez les retrouver sur notre site internet.